Mission bancaire du Sénat américain. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Ouais, pas mal de nouvelles effectivement plutôt positives qui vont dans le sens du marché en tout cas. Grégory Volokin est avec nous en duplex depuis New York, président de Mescart Financial Services. Grégory, mettons peut-être au premier plan la dimension sanitaire qui reste quand même le principal risque pour les investisseurs. Et je rappelle que dans certains endroits, la dimension sanitaire n'est pas totalement réglée, notamment dans certains États américains. Et donc la nouvelle en provenance de l'étude britannique Recovery semble être quand même un marqueur de cette séance, Grégory. Oui, je trouve que c'est une nouvelle importante parce que c'est la première fois qu'il y a un médicament qui sauve des vies. En fait, le traitement du coronavirus, un patient sous respirateur recevait une dose de stéroïdes, de dexaméthasone, la chance ou le risque de décès baissait. Grégory, on va vous rappeler sur votre téléphone, Grégory. On a un petit problème de liaison, alors que généralement c'est plutôt une très bonne liaison qu'on a avec vous depuis New York, mais on vous rappelle là dans la seconde sur votre téléphone, effectivement. Donc voilà, c'est le nom de ce médicament qui est bien connu visiblement des experts à base de stéroïdes faiblement dosés, qui a été testé donc auprès de plusieurs milliers de patients dans le cadre de cette étude britannique Recovery, et ce médicament donne des résultats satisfaisants, notamment dans les cas de patients gravement atteints par le Covid, ceux qui sont soit en ventilation, soit en réanimation, et dans certains cas, la mortalité pourrait diminuer d'un tiers donc pour les patients les plus gravement atteints du Covid. Grégory, on vous a retrouvé par téléphone, donc toujours depuis New York. Effectivement, le nom de ce médicament, dexaméthasone, et vous le dites, c'est peut-être là, un game changer, en tout cas la première fois qu'on a un traitement significativement efficace sur les patients les plus gravement atteints. C'est ça qu'il faut retenir. Peut-être que vous n'avez jamais pris de dexaméthasone, mais en fait, beaucoup de sportifs ou tout simplement de personnes qui ont juste des inflammations musculaires ou aux articulations, ils vont chez le médecin et le médecin va leur donner des stéroïdes. Donc c'est quoi? Dexaméthasone, c'est un anti-inflammatoire extrêmement courant, extrêmement utilisé depuis des dizaines d'années. Et comme vous le disiez, donc, l'effet sur les patients qui sont sur respirateur est extrêmement positif, puisqu'on peut baisser le taux de mortalité de 30%. C'est un très gros chiffre. L'autre chose aussi qu'il faut dire, c'est que non seulement ce médicament est disponible, mais que le traitement en dexaméthasone, vous savez combien il va coûter par patient? 60 €, car c'est un médicament générique depuis très très longtemps. Donc, je ne sais pas si c'est un game changer, puisque là, on parle vraiment des patients qui sont alors aux urgences absolues, mais quand même, ça permet donc de diminuer le taux de mortalité de Covid, et ça, c'est une nouvelle extrêmement positive. Bon, et effectivement, la contrepartie, c'est que les experts qui ont mené l'étude Recovery avec ce candidat médicament expliquent qu'effectivement, il n'y a pas de bénéfice observé pour les patients qui ne sont pas dans des phases graves du Covid, et notamment ceux qui n'ont pas besoin de support respiratoire. Donc c'est vraiment cibler les populations de patients les plus gravement atteintes du Covid. Grégory, l'autre nouvelle importante quand même, il faut en redire un mot alors que Jérôme Powell est en train de s'exprimer devant le Sénat avec son audition semi-annuelle traditionnelle pour le patron de la Fed. C'est la Réserve fédérale américaine qui communiquait hier sur ses intentions concernant les dettes d'entreprise, Grégory. Pourquoi est-ce que ce programme est important, et qu'est-ce que la Fed a voulu signaler hier en précisant son action vis-à-vis des dettes d'entreprise? La question, qu'est-ce que la Fed a voulu signaler? On peut être ironique en répondant que la Fed a voulu signaler qu'elle ne laisserait pas baisser le marché, puisque son annonce arrive quand même après l'année dernière, qui avait été vraiment négative sur les marchés. Qu'est-ce qui est tellement important dans cette annonce? C'est le fait que jusqu'à maintenant, la Fed avait déjà commencé à acheter des obligations d'entreprise, mais pas directement. Ils achetaient des trackers, ils achetaient des ETF dans lesquels il y avait ces obligations. Maintenant, la Fed va les acheter directement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire directement? Ça veut dire en fait que la Fed va pouvoir choisir d'une certaine façon quelles sont les compagnies dont la dette a besoin d'être soutenue par la Fed. Ils peuvent directement cibler leurs achats. Et une autre chose qui est assez intéressante, c'est que vous allez me dire, bon, mais la Fed, vous savez que dans ses statuts, elle n'a pas le droit de perdre de l'argent. Donc, c'est clair qu'elle doit éviter au maximum de perdre de l'argent. La Fed, en fait, elle ne donne pas. Alors, qu'est-ce que va faire la Fed? Ils ont quand même annoncé qu'ils allaient acheter des obligations d'entreprise qui étaient
investment grade avant le mois de mars. Alors, toute la nuance est là. Investment grade, donc ça veut dire la meilleure qualité de la dette, sauf que depuis le mois de mars, beaucoup de choses ont changé et qu'on peut voir maintenant la Fed qui va sûrement acheter des actions de compagnies qui ne sont plus du tout, en gros, ce qu'on appellerait investment grade, donc sûres ou très sûres ou investissables, mais qui sont devenues des obligations avec un certain niveau de risque. Donc oui, c'est important parce que ça enlève, une fois de plus, pour beaucoup de secteurs, et vous regardez ça ce matin sur les secteurs qui bougent le plus, ce risque qui est fait carrément un risque de faillite. Il ne faut pas oublier, il y a quelques semaines, on parlait de la faillite de toutes les compagnies de croisière, on parlait de la faillite des compagnies aériennes. Si la Réserve fédérale achète ces obligations maintenant, ça veut dire aussi que tout simplement, ces compagnies vont pouvoir continuer à émettre des obligations pour se financer. Donc, on peut imaginer que même si Hertz, qui est une compagnie en faillite, émet des obligations, alors il n'y a aucune raison pour que ça ne continue pas et que maintenant que le robinet est ouvert, les compagnies les plus en difficulté puissent émettre des obligations avec l'espoir, ou en tout cas l'apparence, que la Fed pourrait les racheter. Pourtant, je me souviens d'un moment, Jérôme Powell, qui fixait une limite à cette idée-là en disant la Fed n'a pas vocation à soutenir les entreprises non profitables. Et je m'étais dit à l'époque, il y a quand même une limite aux intentions de la Réserve fédérale américaine. Donc, on verra ce que fait la Fed effectivement sur ce programme d'achat de dettes d'entreprises. Il y a d'autres questions qu'il serait judicieux de poser à Jérôme Powell cet après-midi, Grégory. Enfin, c'est pas nous qui lui poserons les questions, ce sont les membres du comité bancaire du Sénat américain. Mais est-ce qu'il y a d'autres points qui vous paraissent important à soulever en ce moment? Oh, mais il y a un point absolument capital. C'est tout ce que fait la Fed pour le moment. C'est de soutenir qui? C'est de soutenir les entreprises, c'est de soutenir les compagnies. Alors, c'est très important. Il faut évidemment soutenir les compagnies parce que ça permet de soutenir l'emploi, la consommation, etc. Mais la Fed, pour le moment, a totalement oublié qu'aux États-Unis, il n'y a pas que les compagnies, il y a aussi les États. Qui est-ce qui emploie les policiers? Qui est-ce qui emploie les instituteurs? Qui a des budgets pour refaire les routes, etc. C'est les États. Et ces États, ils ne reçoivent pas d'argent de la Fed et très, très peu, pour le moment, d'achat des obligations d'État. Donc, vraiment, si vous regardez, par exemple, le budget de New York, les rentrées fiscales l'année prochaine sont prévues en baisse de 40%. New York va devoir licencier des professeurs, des instituteurs, des policiers, des médecins. C'est absolument impensable. Ouais. Alors qu'en ce moment, la Fed est en train de soutenir beaucoup de compagnies privées. Donc oui, ça va être la question, alors vraiment qui va être, je pense, martelée par surtout les démocrates qui vont dire à Jérôme Powell, très bien, vous avez sauvé le marché boursier, vous sauvez les compagnies, mais alors vous allez laisser tomber carrément pour le moment tous les États qui ont besoin d'argent parce que ces États n'ont plus de revenus ou leurs revenus fiscaux sont en baisse dramatique. Donc non, il y a un point très très important. Si la Fed veut sauver les États-Unis, elle doit sauver d'un côté les États-Unis privés, capitalistes si on veut, mais de l'autre côté, il y a tous les États qui sont les plus gros employeurs aux États-Unis et ces États, comme je le dis, sont en très grosse difficulté financière. Besoin de soutenir les collectivités locales, comme on dirait nous en France. Bon, on n'est pas un pays fédéraliste, donc c'est pas du tout la même chose, mais voilà, c'est quand même l'idée d'aller au niveau local, au niveau des États locaux et d'apporter un soutien là aussi à ces collectivités qui sont des employeurs importants évidemment pour chacun des États américains. Grégory, tiens, à propos quand même de relance, là, l'idée d'un plan d'infrastructure, on en parle depuis l'élection de Donald Trump. Alors évidemment, dans le contexte actuel, ça prend une dimension supplémentaire avec valeur de plan de relance à travers les infrastructures. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît évident? Est-ce qu'il y a un consensus au Congrès, à Washington, sur cette idée de plan d'infrastructure? Est-ce que refaire des routes, des ponts et de la 5G, est-ce que c'est une bonne chose pour les territoires américains et les États américains, Grégory? Écoutez, moi, j'ai l'impression que c'est pas seulement depuis l'élection de Trump qu'on parle de plan d'infrastructure, c'est depuis que je suis les marchés boursiers aux États-Unis. Donc, depuis 20 ans, il y a toujours des plans d'infrastructure qui flottent et qui ne sont jamais mis en vigueur. Alors bon, il ne faut pas oublier l'autre chose, c'est que Donald Trump, quand il annonce quelque chose en ce moment, son seul objectif, c'est les élections du mois de novembre. Maintenant, si vous me demandez est-ce que ce plan d'infrastructure pourrait être voté, même les proches de Trump pensent que ce n'est pas vraiment possible. Sans vouloir vraiment gâcher la joie de tout le monde vis-à-vis d'un plan d'infrastructure, il faut savoir que les infrastructures dont on parlerait dans ce plan, prenons par exemple des ponts.
c'est très très bien de voter des budgets pour refaire un pont, mais ça met des années. C'est très bien de voter des budgets pour refaire un aéroport, ça met des années, donc ça ne va pas directement dans l'économie. Donc oui, ça serait formidable. Mais grande chance que ça ne reste qu'un plan, qu'une de ces promesses qui ont été des promesses électorales qui vont le rester. Et en ce moment, où est l'argent? Alors vous allez me dire, peut-être que la Fed va donner de l'argent pour un plan d'infrastructure, mais tout est possible. Hein. La Fed peut aussi dire que, en fait, ils sont prêts à acheter des obligations de l'État américain uniquement destinées à des projets d'infrastructure. On peut tout imaginer, mais la réalité d'un budget voté en ce moment au Congrès par les deux partis pour 1 trilliard de dollars, 1 000 milliards de dollars pour promouvoir des infrastructures, d'ici quelques mois, ça me semble très 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 difficile. Bon, et puis il y a toujours les sujets réglementaires autour des grands groupes américains dits de technologie, Grégory, avec une offensive quand même qui prend corps jour après jour, menée par Bruxelles contre ces groupes américains. Enfin, ça fait déjà quelques années que Margrethe Vestager est aux manettes sur les pratiques anticoncurrentielles. Donc la semaine dernière, c'était l'aboutissement de 2 ans d'enquête contre Amazon. On attend encore une confirmation que la Commission européenne va effectivement ouvrir une plainte formelle contre Amazon après ces 2 ans d'enquête. Bruxelles qui, en parallèle, ouvre le dossier Apple. Alors, suite à des plaintes déposées par des concurrents d'Apple, Grégory, il y a 2 dossiers qui sont ouverts par la Commission européenne sur les pratiques possiblement anticoncurrentielles d'Apple, concernant le paiement avec Apple Pay, l'application d'Apple, et le marché de la musique en ligne notamment, et plus généralement les pratiques sur l'App Store qui sont menées par Apple. Oui. Et on peut en gros résumer ça du fait que Apple, qui propose ses applications et qui contrôle ses applications dans son univers, ne le fait pas gratuitement. Et que en fait, c'est une question de gros sous, cette histoire. Si vous voulez avoir une application sur Apple et que, par exemple, grâce à cette application que Apple a acceptée et a mis sur iPhone, vous avez des ventes et que vous gagnez de l'argent, Apple va prendre une commission au passage, et cette commission est très importante, hein, puisqu'elle peut monter jusqu'à 30% du volume d'affaires que vous faites grâce à votre application. Alors le chiffre, il est extrêmement important, évidemment, donc quelle que soit la compagnie qui utilise des applications, c'est quelque chose qui les dérange énormément. Et en plus, comme vous dites, Apple Pay, c'est un peu la cerise sur le gâteau, si je puis dire, puisque très souvent, Apple, pour l'utilisation de l'application, va obliger la compagnie qui a une application, tout simplement, à utiliser comme moyen de paiement Apple Pay, à le mettre dans son application. Et ça serait, par exemple, une compétition qui serait désavantageuse pour des PayPal et pour des autres. Donc, le problème, il est réel. Apple dit que c'est légal, et c'est clairement légal si vous possédez un domaine digital comme Apple de le faire payer. La question peut-être, c'est que la pression va venir à un certain moment sur le relais de croissance d'Apple, les services qui sont extrêmement rentables, mais on voit maintenant qu'ils sont très rentables parce que Apple fait payer très très cher l'accès à ses clients en passant par des applications. Merci beaucoup Grégory, merci pour vos commentaires, vos remarques et vos réflexions quotidiennes sur l'actualité des marchés financiers. Vue de New York, Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York, par téléphone avec nous cet après-midi. BFM Business, Intégral